moi j'ai mis mon argent perso dedans. J'ai mes parents qui ont investi leur argent perso, j'ai mon frère qui a mis son argent. Les seules personnes qui peuvent me juger, c'est les gens qui m'ont confié leur argent pour que je le gère. Me dis pas merci, le client il a placé toutes ses économies pour sa retraite chez toi. Donc fais juste bien ton boulot et ça ira. Et aujourd'hui le taux de distribution 2025 de la SCPI va dépasser les 4%. Brut de fiscalité, net de frais. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Nous recevons Ivan Vagic, président, cofondateur, dirigeant du groupe WemoRaim, pour échanger à propos de la SCPI Wemo One qui a beaucoup fait parler en 2025. Notre objectif, ça va être de parler des ambitions, des choix assumés, des risques aussi, et de ce qui différencie la SCPI Wemo One du reste du marché des SCPI. Ivan, bienvenue. Bonjour Flavien, merci pour l'invitation. Avant de commencer, est-ce que tu pourrais en quelques mots te présenter pour la communauté Épargnio ? Alors, je suis Ivan Vagic, effectivement le président et cofondateur du groupe Wemo. J'ai 35 ans, je suis marié, 4 enfants, et j'ai une femme exceptionnelle qui me permet de faire tout ce que qui me permet de me libérer beaucoup de temps pour faire tout ce que j'ai à faire et gérer effectivement Wemo. Wemo, c'est aujourd'hui un groupe d'une quarantaine de personnes qui est divisé en 2 pôles. L'un qui est une société de commercialisation, logement neuf, et l'autre qui est effectivement Wemo REIM, WemoRaim, qui est une société de gestion agréée par l'AMF et qui effectivement gère un fonds immobilier, la SCPI Wemo One. WemoRaim, tu viens de nous en parler un peu, c'est une société de gestion qui est assez récente. Est-ce que tu peux nous expliquer la genèse, ta vision avec cette société de gestion et ce que toi tu pouvais faire avant d'arriver sur le marché de l'immobilier régulé ? WemoRaim, c'est une société de gestion qu'on a lancée avec mes 2 associés. On a eu l'agrément en mars 2024 maintenant et on a lancé la SCPI en avril 2024. Donc c'est tout récent, ça va bientôt faire 2 ans. Au moment où on tourne cette vidéo, on est en janvier 2026, donc d'ici quelques mois, ça fera vraiment 2 ans. La genèse du projet, en fait, c'est on va dire un déclic un peu personnel parce que j'ai 4 enfants, ce que je te disais juste avant, et sur les 4, j'ai ma 3e qui a un handicap, qui a une maladie génétique, et je me suis dit à un moment donné, qu'est-ce que je peux faire pour que moi, modestement, je contribue à rendre un peu le monde meilleur, à m'occuper un peu de la fragilité et de ce qui se passe à travers le monde, et donc moi, ce qui m'a touché personnellement, c'est ma fille. Et donc l'idée, c'était d'essayer de contribuer à rendre le monde meilleur. Et donc je me suis dit que j'arriverais pas à le faire avec mon métier d'origine, qui est celui d'être un agent immobilier. Évidemment, même si on est une grosse entreprise, grosse agence. Je me suis dit que c'était la bonne approche, en tout cas pour moi, pour essayer de flécher de l'argent des institutionnels ou en tout cas du monde de la finance pour essayer de l'orienter vers des projets un peu plus humains. Et donc, dans ma philosophie, je me suis dit, je vais d'abord commencer avec quelque chose où je suis légitime, à savoir l'immobilier, l'investissement immobilier, pour ensuite, dans un second temps, et ça fait partie de mon véritable plan de carrière, le plan pour la société de gestion, c'est d'avoir des fonds qui soient un peu plus humains, solidaires, sociaux, à un moment donné, qui contribuent à rendre le monde un peu meilleur. Et c'est comme ça que le déclic, en tout cas, de créer une société de gestion et de lancer la SCPI est venu. Et puis après, on a affiné la stratégie de la SCPI au fur et à mesure des rencontres. Au début, je voulais lancer une SCPI résidentielle. Ça, il y a très peu de gens qui le savent, mais au début, l'idée d'origine que j'avais il y a 2 ans et demi, c'était vraiment de faire une SCPI résidentielle. Et puis, en creusant, on s'aperçoit finalement que c'est compliqué à gérer parce que le locataire est hyper protégé, il n'y a pas beaucoup de rendement. Donc, on fait évoluer la stratégie, la conception du produit. Et puis, on s'aperçoit qu'il faut être européen parce que pour les questions de fiscalité, c'est plus intéressant pour l'épargnant. Donc c'est comme ça que au fur et à mesure des rencontres, le fait de se confronter au marché. En fait, on s'est aperçu au lancement de la SCPI au 2e trimestre 2024, on faisait des offres sur des actifs à 6, 7, 8 millions d'euros et on était en compétition avec des acteurs un peu plus installés, un peu plus institutionnels et on n'arrivait pas à remporter la mise. À chaque fois, il y avait quelqu'un qui faisait une offre un peu plus élevée, un peu plus forte que la nôtre. Et d'une certaine manière, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est dit, il faut qu'on fasse différemment pour avoir des résultats différents. Donc, on a commencé à acheter des petits actifs.
On a commencé à acheter des actifs à moins de 5 millions d'euros parce qu'il y avait moins de concurrence, on arrivait à mieux négocier les acquisitions, et puis comme on arrivait à mieux négocier, forcément ça impactait le rendement puisqu'on avait un meilleur rendement. Ça se traduit également sur la valeur de reconstitution qui est plus élevée que notre prix de part. Et donc, je dirais que ce qui définit vraiment notre positionnement, notre façon de penser, c'est le fait de se dire qu'on essaie de faire des choses différemment pour avoir des résultats différents, qu'on se remet constamment en question. Et que aujourd'hui, la SCPI, pour nous, il faut bien faire notre job, mais c'est un moyen pour faire quelque chose encore plus impactant pour le monde que le simple fait de gérer des actifs et d'encaisser des loyers, de les redistribuer, etc. En tout cas, ça, c'est ma vision en tant que moi, chef d'entreprise, et c'est mon objectif personnel, c'est d'essayer de contribuer à rendre ce monde un peu meilleur, parce que chacun porte sa croix, hein, et chacun a ses problèmes, ses difficultés et des soucis qu'il rencontre. La question, c'est de savoir ce qu'on décide de faire des épreuves que la vie va mettre sur notre chemin. Et moi, c'est vraiment comme ça que ça a été un des éléments déclencheurs, en tout cas pour moi, pour créer la SCPI. Donc c'est vrai que c'est pas banal, je pense, comme parcours, parce qu'habituellement, c'est des gens qui ont fait carrière dans le domaine, ou c'est des gens qui ont vécu, qui ont fait un parcours financier. On a plus l'habitude, d'avoir en face de nous des gens qui viennent directement du milieu financier. Voilà, mais je pense que c'est aussi ce qui fait la différence, parce que le côté humain, on le retrouve aussi dans notre stratégie, parce que, en tout cas, on achète des petits actifs. Les associés fondateurs, c'est des gens de notre famille, c'est mes parents qui ont investi, c'est les parents de mes associés qui ont investi, c'est nos frères, nos sœurs, c'est des amis. Donc, nous, on a commencé avec 1,3 million d'euros de parts fondateurs. Là où des CPI un peu plus établis vont commencer avec 3, 4, 5, 10, 15, 20 millions d'euros de parts fondateurs. Nous, c'est pas du tout le cas. Nous, on est une société humaine, à taille humaine, petite échelle, et qui se développe. C'est vrai qu'on se développe vite, mais on essaie de conserver ce côté humain. Et avec le lancement de Wemo One, qu'est-ce qui, selon toi, manquait à l'offre SCPI pour justifier le lancement de cette nouvelle SCPI que vous avez lancée ? Alors, c'est vrai que l'offre est assez fournie sur le marché, et puis évidemment, si on arrivait et qu'on apportait quelque chose d'assez classique ou qui existait déjà sur le marché, c'est vrai que c'est compliqué de trouver sa place. Donc, de manière assez classique, on est européen. Voilà, parce qu'aujourd'hui, c'est recherché par les investisseurs, ne serait-ce que pour la fiscalité. Voilà. On est diversifié. L'idée, c'est d'être opportuniste dans notre démarche. Mais donc, quand je te dis diversifié et européen, beaucoup de SCPI le font. Donc, la question, comment est-ce qu'on fait pour se différencier ? En fait, on est allé acheter des petits actifs à moins de 5 millions d'euros. Donc, on se positionne sur des actifs de petite taille. Donc, on va sur les actifs. Là, aujourd'hui, la moyenne de nos acquisitions, elle doit être aux alentours de 2 millions d'euros. À peu près par actif, donc ça fait un portefeuille très granulaire. Là, par exemple, on doit avoir 28 actifs en portefeuille, en patrimoine, pour un peu plus de 70 millions de capitalisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un portefeuille qui est hyper granulaire. Et ça permet de diversifier les risques, ça permet d'avoir un rapport de force qui nous est favorable lorsqu'on a un locataire qui veut renégocier ou qui veut partir, parce qu'on n'a pas un locataire qui pèse trop lourd dans notre patrimoine. Ça nous permet, je l'ai dit en préambule, tout à l'heure à une de tes autres questions, mais ça nous permet de mieux acheter, parce qu'on est moins en concurrence avec les institutionnels classiques qui achètent plutôt des gros actifs à 10, 15, 20, 30 millions d'euros. Ça permet d'offrir une exposition à un risque un peu différent pour les épargnants. Typiquement, le risque zéro n'existe pas. Quand on achète de l'immobilier, on est forcément exposé à un risque. D'ailleurs, pour n'importe quel investissement, même quand on fait du fonds euro, finalement, on pense qu'on est protégé, mais finalement, le fonds euro, on peut avoir un État qui est défaillant et qui arrête de payer ses traites. Hein. Tout peut arriver. Donc, le risque zéro n'existe pas. À partir de ce moment-là, on s'est dit, finalement, dans une allocation de portefeuille, le fait de s'exposer à un patrimoine européen de petite taille, finalement, ça vient, c'est assez. En tout cas, je pense qu'on est la seule SCPI qui a 80% de son patrimoine en dehors de France, situé en Italie et en Espagne. On va ouvrir d'autres pays, mais en tout cas, on a 80% du patrimoine, 85% au moment où on se parle, mais je dirais que l'idée à long terme, c'est d'être situé entre 75 et 80% du patrimoine hors de France. Et donc, on va être la seule SCPI qui va faire du small cap en dehors de France, en Europe. Et c'est là où on vient apporter quelque chose au marché. Donc je comprends bien la stratégie qu'il y a derrière cette SCPI et la vision, les éléments différenciants que vous amenez avec la SCPI Wemo One. Tu me parles de création de valeur, est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples, quelques éléments chiffrés là-dessus ? Au 30 juin 2025, on a une valeur de reconstitution qui se positionnait à 215,60 € pour un prix de part à 200 €. D'accord. Ce qui signifie qu'on a créé un delta
qui est en faveur des associés. C'est-à-dire qu'on est à plus 7,8% par rapport au prix de part. Donc ça, cette valeur de reconstitution, pour recadrer, c'est la valeur d'expertise du patrimoine auquel on ajoute le cash disponible ainsi que l'ensemble des frais qui ont permis de constituer ce patrimoine. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est une valeur théorique que l'on donne à nos associés pour savoir si le prix de part est en adéquation avec la valeur de reconstitution, donc la valeur expertisée du patrimoine. En fait, ça permet de donner une indication pour savoir si vous achetez en décote ou en surcote. Voilà. Est-ce que je paye plus cher ma part que la valeur du patrimoine sous-jacent ou est-ce que je la paye moins cher et dans ce cas-là, c'est un effet bénéfique pour moi, c'est exactement. Ça. Tu l'as mieux expliqué que moi à nos auditeurs. Mais effectivement, et donc aujourd'hui, nous, on a réussi à créer de la valeur puisque ça veut dire que notre patrimoine s'est apprécié de quasiment 8% par rapport à notre prix d'acquisition. Aujourd'hui, on n'a pas les chiffres au 31 décembre, mais on pense pouvoir être dans la même jauge, voire même légèrement l'améliorer. Voilà. Donc ça, c'est un des premiers éléments qu'il faut retenir. Donc on a créé de la valeur à l'acquisition, parce que lorsque je dis juste avant que finalement, lorsqu'on achète, on arrive à bien acheter parce qu'on a moins de concurrence, finalement, cette valeur de reconstitution, elle vient bien traduire cet élément-là. Le deuxième élément de la performance, c'est le taux de distribution. Et aujourd'hui, le taux de distribution 2025 de la SCPI va dépasser les 15%. Brut de fiscalité, net de frais, c'est-à-dire net de frais de gestion de la SCPI et brut de fiscalité, puisque c'est chaque va payer sa fiscalité en fonction de sa situation, selon que ce soit une personne physique ou une personne morale. Il faut savoir, et c'est là où il faut, c'est important de prendre ce chiffre avec des pincettes, c'est que le taux de distribution cible de la SCPI, c'est 7%. Voilà. D'accord. Donc ça veut dire que les premiers associés ont pu bénéficier de 15%, enfin d'un peu plus de 15% de taux de distribution, parce que j'avais un nombre de parts en jouissance qui était assez réduit, parce qu'on a réussi à battre notre délai de jouissance, parce qu'on a réussi à déployer les fonds plus rapidement que l'entrée en jouissance des différentes parts, et voilà, au moins le mois, on a réussi à faire mieux. Et voilà, donc c'est une performance qu'on a réalisée. Voilà, nos premiers associés vont être super contents, parce que c'est une certaine forme de prime de confiance, voilà, prime de risque. Pour les récompenser, les remercier d'avoir fait confiance. Voilà, parce que c'est plus risqué de rentrer sur Wimo il y a 1 an ou 1 an et demi, quand la capitalisation était à 10 ou 12 millions d'euros, qu'aujourd'hui, lorsqu'on a 28 actifs et plus de 70 millions d'euros de capitalisation, et avec plus de 80 millions d'euros d'actifs sous gestion, lorsque je rajoute la dette, etc. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous rentrez sur un véhicule qui est plus mature, qui a 80 millions d'actifs sous gestion, finalement, vous prenez moins de risques que vous n'en preniez quand vous rentriez à 12 millions. Donc c'est important de rappeler ça à nos auditeurs, c'est que voilà, il faut retenir le 7% en taux de distribution cible, de dire que c'est une performance exceptionnelle liée à la jeunesse de la SCPI et qu'effectivement les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Voilà quelques chiffres. Voilà, je pense que c'est les deux éléments clés. On a plus de 75% d'Europe. Aujourd'hui, on est à 85%. Et puis, on va continuer à rester sur cette lignée. Je me permets de rebondir dessus. 15%, c'est inédit, il me semble, dans le milieu de la SCPI. Tu nous parles, en plus d'une décote actuelle sur le prix d'achat de la part. Tu vas te rapprocher, ou tu sembles te rapprocher avec la SCPI Wemo One de la limite des 10% qui t'obligerait à revaloriser. Ça fait de très bons éléments pour cette première année pleine pour la SCPI et Wemo One. Merci. Qu'est-ce que tu répondrais, parce que je les entends déjà, aux personnes, aux confrères potentiellement qui pourraient décrier un peu ces performances sur les premières années et jeter le mauvais œil sur les années suivantes? Je dirais que ce que les gens pensent, ça m'intéresse pas trop. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de faire plaisir à nos épargnants. Enfin, quand je dis faire plaisir, c'est de servir leurs intérêts, quoi. En fait, voilà. Les seules personnes qui peuvent me juger, c'est les gens qui m'ont confié leur argent pour que je le gère. Ce que pensent finalement mes confrères, c'est presque pas très grave, c'est anecdotique. Maintenant, voilà, nous on essaie de faire de notre mieux. On n'est pas parfait. Certainement que l'on a fait des erreurs, certainement qu'on en fera encore. Peut-être que l'un des éléments qui peut amener à faire la différence entre nous et certains confrères, c'est que moi j'ai mis mon argent perso dedans. J'ai mes parents qui ont investi leur argent perso, j'ai mon frère qui a mis son argent, voilà, on est des familles normales, hein. On a travaillé, on a économisé, on n'a pas de fortune familiale qui ferait que 1 ou 2 millions, c'est rien, voilà. Non, on a mis notre argent personnel. Alors ça garantit pas le succès, mais ça garantit l'investissement des associés, des gérants, pour que le fonds fonctionne bien. Et je pense que c'est un des éléments qui marque notre différence et notre force. On n'est pas
On n'est pas juste là pour gérer un énième fonds et gérer 15 fonds différents et s'ils marchent plus ou moins bien, c'est pas très grave. Non, nous on joue notre vie sur Wimo One, donc en vrai je pense que ça c'est impactant. C'est impactant et ça fait la différence. Il y a un alignement des intérêts entre la réussite de la SCPI, la réussite de la société de gestion et la performance que tu vas pouvoir servir aux épargnants qui est accrue par rapport à d'autres sociétés. Exactement, parce qu'on fait de notre mieux. En fait, on se rend pas compte, mais on est des personnes privées. Le stress qu'on a eu sur octobre, novembre, décembre, il est juste incroyable parce qu'on a déployé quasiment 40 millions d'euros en 3 mois et on a déployé plus de 30 millions d'euros rien que sur le mois de décembre 2025. Mais en fait, on était à fond, voilà, pour essayer en tout cas de tout closer, de tout signer dans les temps. Parce que plus on signe vite, plus effectivement ça crée de la surperformance. Plus on signe vite, plus on sécurise aussi notre valeur de reconstitution. Le cut-off, c'était vraiment au 31 décembre. Donc, vous ne pouvez pas avoir des actifs ou des acquisitions qui dérapent. Donc, finalement, on a réussi à déployer quasiment 100% du cash disponible. Donc, voilà, tout ça va créer de la surperformance. Donc, effectivement, les premières années, on a de la chance parce qu'on va bénéficier de cette surperformance. Voilà. Et je pense que 2026 sera un bon cru également. En rebond de ce que tu viens de dire et toute l'énergie que vous déployez avec tes équipes, vous êtes parti de zéro, il n'y avait pas d'autres véhicules siglés Wemo. Est-ce que ça n'a pas été trop dur au début d'aller convaincre les investisseurs, les partenaires pour se faire une place dans ce marché qui est assez concurrentiel et à un moment où beaucoup d'autres SCPI ont été lancés et aujourd'hui avec une capitalisation qui avoisine les 75 millions d'euros, est-ce que c'est plus facile ou est-ce que c'est toujours aussi dur? Pour répondre à ta question, donc tu fais appel à la source d'énergie de la SCPI, à savoir la collecte. Voilà. Comme une voiture, il faut de l'essence à l'intérieur. Donc on va dire que l'essence de la SCPI, c'est l'argent que tu collectes. Effectivement, au début, c'était pas forcément évident d'aller convaincre les différents acteurs de nous, voilà, en tout cas des différents partenaires conseillers en gestion de patrimoine, de nous recommander auprès de leurs clients, parce que forcément, la SCPI, c'est un placement bon père de famille. Donc, lorsque tu n'as pas de référence, lorsque tu en as moins, en fait, c'est moins évident. Je me suis aperçu d'une chose, c'est qu'il fallait que j'aille mouiller la chemise. Quand je dis mouiller la chemise, c'est qu'il fallait que ce soit moi qui aille en présentation, voir les partenaires, rassurer, mettre toute ma force de conviction dans le projet, parce que finalement, c'est un projet que je porte avec mes associés, évidemment. On est 3 à porter ce projet. Mais je dirais que la genèse, la création, l'initiative, c'est moi qui suis à l'origine de tout ça. Donc la question, c'est de savoir, les gens avaient besoin de savoir pourquoi je l'ai fait, pourquoi est-ce que ça va bien se passer, pourquoi est-ce qu'ils doivent me faire confiance. Et en fait, je dirais que c'est des questions auxquelles on répond au fur et à mesure. Et in fine, on a lancé la SCPI en avril 2024. En décembre 2024, je me remémore les dates parce que le temps passe vite. Donc en décembre 2024, on était à 12,7 millions de capis. Là, tu vois, regarde, on est au 31/12/2025. On est à quasiment 75 millions, donc on a collecté 60 millions en l'espace d'un an. Et on sent un vrai phénomène d'accélération. On collectait 2 millions d'euros par mois au mois de janvier 2025. On finit le mois de décembre à plus de 16 millions d'euros de collecte. Donc ça veut dire qu'on sent vraiment qu'on a de plus en plus de partenaires qui nous font confiance. Et aujourd'hui, c'est infiniment plus facile que ça ne l'était il y a 1 an et demi. Ça reste pas simple parce qu'on est dans un marché concurrentiel. Et puis surtout, je pense qu'il faut considérer que rien n'est jamais acquis. En fait, même si aujourd'hui c'est beaucoup plus facile et qu'on a nos partenaires qui nous font confiance, en fait, quand vous avez je vais illustrer mon propos en disant j'ai un partenaire un jour qui a un client qui met 400 000 euros. Je lui dis merci pour cette belle souscription, merci pour la confiance. Il me dit pas merci. Le client, il a placé toutes ses économies pour sa retraite chez toi. Donc, fais juste bien ton boulot et ça ira. Et ça, tu prends ça dans la figure, tu te dis ah ouais, en fait, c'est bien d'être sympa, d'être dans une relation humaine sympa, mais on a des gens qui nous font confiance et qui attendent une chose, c'est que on soit au rendez-vous de ce qu'on a promis, de ce sur quoi on s'est engagé. Donc il n'y a pas le droit à l'erreur. Donc c'est un métier où je dirais que plus le temps passe et plus le temps avance, et plus on a de gens qui nous font confiance. Là, on a plus de 2500 associés. Donc t'imagines, donc on a plus de 2500 personnes qui nous ont confié leur argent.
c'est énorme. Donc on a beaucoup de gens à ne pas décevoir, et on en a encore d'autres qui arrivent. Donc ouais, c'est une vraie responsabilité, et en fait ouais, ça te donne le poids de la responsabilité. Donc c'est plus facile aujourd'hui, mais les problèmes sont, enfin en tout cas les sujets à gérer sont différents. Mais avec plus de responsabilités, et de sujets encore. Exactement. Quand on est tout petit, en fait, on a tout à les faire. gens, exactement, les gens se disent presque, bon, on met un petit billet pour voir. Et voilà. Et puis quand les gens qui ont mis un petit billet pour voir 6 mois, 9 mois, 12 mois, 18 mois après, mettre un gros ticket, plus pour voir, mais parce qu'ils ont une conviction et qu'ils savent que voilà, ils ont vu que ça s'est bien passé. Ouais, donc en fait, ça augmente le poids de notre responsabilité. Mais bon, c'est normal, c'est le jeu, c'est le travail. On en reparle dans quelques années quand on aura 1 milliard. Voilà. Avec plaisir. Donc des investisseurs qui te font confiance avec beaucoup de responsabilités. Comment tu es transparent avec ces investisseurs? Je sais que c'est une notion qui compte beaucoup pour toi et pour tes équipes. Comment elle se traduit, cette confiance chez Wemo et sur la SCPI Wemo One? Alors c'est marrant que tu me poses cette question parce que la manière dont... En fait, de manière assez simple, pendant très longtemps, j'ai eu mon numéro de téléphone direct, mon numéro de portable sur le site internet et sur les premiers bulletins trimestriels de la SCPI. Je crois que c'est sur les bulletins de 2024. Et j'ai mon numéro de téléphone portable. Donc, j'ai parfois eu des souscripteurs qui m'ont appelé en direct pour me poser des questions. Donc, je sais que ça a été assez apprécié pendant un temps. Alors, aujourd'hui, c'est plus le cas et on a mis le numéro de l'accueil et du standard parce qu'on a eu un jour un client d'un conseiller en gestion de patrimoine qui nous a dit que ça faisait louche d'avoir le numéro de téléphone du président directement sur le site. Ça n'inspirait pas confiance. Donc on s'est dit, voilà, on essaie de bien faire et finalement le truc n'inspire pas confiance. Bon, ça a été apprécié par certaines personnes en tout cas, je le sais, parce que j'ai eu quelques échanges un peu sympas et des gens qui m'ont remercié. Voilà comment on essaie d'être transparent en étant simple, de répondre aux questions. Ça veut pas dire qu'on est parfait, hein. Évidemment, des fois mais on essaie de traiter les sujets au mieux et on a un back-office qui est un peu à notre image, qui essaie de consacrer du temps aux gens, de leur répondre. On a aussi une structure de frais qui s'est voulue dans une certaine forme de logique d'être sans frais cachés, d'être avec seulement 2 lignes de frais, des frais de souscription, des frais de gestion. Et puis, avec le temps, on s'est dit que si on veut renforcer notre présence en Europe et servir finalement l'intérêt de l'investisseur pour sourcer des actifs le plus rapidement possible, finalement, il faut peut-être des équipes locales et accentuer notre présence en Europe. Donc, on réfléchit à créer une 3e ligne de frais sur des frais d'acquisition ou de transaction. On y réfléchit encore, c'est un sujet qui est ouvert chez nous, mais c'est un point auquel on réfléchit. Mais donc, ça a été notre manière de penser. Simplicité, on dit comment ça va se passer, on a peu de frais, ils sont bien identifiés, parfaitement lisibles et capables d'être appréhendés en amont de l'investissement par le souscripteur. Voilà, donc dans notre communication, on essaie d'être le plus transparent possible. D'ailleurs, on a eu un petit prix à ce sujet-là, parce que notre BT a été bien apprécié par nos pairs. Une structure de frais lisible, ça on l'a bien compris, et c'était la volonté à l'origine. Potentiellement une nouvelle ligne de frais pour pouvoir accélérer et améliorer le sourcing et le déploiement de la collecte en Europe. Exactement, c'est ça l'idée, parce qu'on s'aperçoit que si on veut avoir accès au bon deal, il faut inviter les agents immobiliers à déjeuner, les brokers, faut être présent localement. Voilà, exactement, faut qu'ils pensent à nous, et pour ça, le fait d'avoir une présence locale, mine de rien, ça permet encore de s'améliorer de ce point de vue-là. Donc c'est pour ça qu'on réfléchit à ce genre de fonctionnement et la création de cette 3e ligne de frais potentielle. Ouais. Et alors, j'imagine qu'à l'origine, au moment où vous avez imaginé cette SCPI, c'est toujours un sujet, et ça l'est pour toutes les sociétés de gestion qui lancent de nouvelles SCPI, c'est le fait de choisir un modèle de frais avec des frais d'entrée ou de faire un modèle sans frais d'entrée. Pourquoi, au final, vous vous êtes orienté vers ce modèle avec des frais d'entrée et que vous n'avez pas cédé, alors non pas que ce soit une mode marketing, mais pourquoi ne pas être allé vers ce mode sans frais? Je suis parti du principe qu'avec un certain bon sens paysan, j'aurais aimé, moi, si je devais souscrire à une SCPI, savoir exactement ce que ça allait me coûter. Et donc, en fait, de manière assez claire, les gens sont éduqués sur 2 lignes de frais. Ils sont éduqués sur les frais de souscription et les frais de gestion qui sont perçus sur les loyers. Le fait d'être une SCPI sans frais, donc une SCPI plutôt sans frais de souscription, en fait, ok, il n'y a pas de frais de souscription, mais il y a des frais d'acquisition. Il y a des frais d'acquisition qui sont plus ou moins élevés s'il y a un agent immobilier, un intermédiaire sur le deal, sur l'opération. Vous allez avoir plein de frais sur lesquels les gens ne sont pas forcément éduqués, ne sont pas forcément alertes et qui ne comprennent pas. Et donc finalement,
rien ne se perd, tout se transforme. Donc finalement, il n'y a pas de frais de souscription, mais il y a 2 types de frais ailleurs. Il y a des frais de gestion qui sont un peu plus élevés. Il y a voilà, donc on a voulu avoir une certaine forme de simplicité dans notre conception et de faire en sorte que tout le monde puisse comprendre et bien appréhender la portée des frais pour leur investissement. Alors je sais que ça va pas forcément dans notre sens parce que en France on a un peu cette culture où quand il y a des frais on n'aime pas trop payer des frais, voilà. Mais finalement je pense que c'est aux partenaires, aux conseillers en gestion de patrimoine d'expliquer aux gens que finalement oui il n'y a pas de frais de souscription certes, mais il y a des pénalités de sortie anticipée si jamais vous devez sortir, que les frais ils sont juste ailleurs, il y a des frais d'acquisition et que en plus ces frais d'acquisition ils sont calculés non pas sur le montant de la capitalisation, mais sur le montant de la capitalisation augmenté de la dette bancaire. Donc finalement, quand vous avez 5% de frais d'acquisition, mais que vous raisonnez plus sur une assiette de 100 millions, mais sur une assiette de 166 millions d'euros grâce à l'effet de levier bancaire. Je choisis 166 millions parce que c'est le montant maximum auquel tu peux aller réglementairement parlant, parce que le ratio en SCPI, c'est 40% de LTV, loan to value. Donc ça veut dire que quand j'ai 100 millions d'euros de capital, je dois avoir 60 millions d'equity, de fonds propres, et 40 millions de dettes maximum sur les 100 millions de fin de patrimoine que j'ai. Voilà, donc c'est vraiment par souci de simplicité, de transparence que j'ai opté pour la SCPI avec frais de souscription. Voilà, de manière assez classique. Et puis après, finalement, le hasard a bien fait les choses puisque, comme on a pris la décision en cours de route de ne pas se faire référencer en assurance vie, alors avec beaucoup d'humilité, je pense que si on m'avait proposé au moment où j'ai lancé ma SCPI d'être référencé en assurance vie, tu aurais dit oui. J'aurais dit oui parce que c'est des réseaux de distribution exceptionnels, etc. Mais finalement, être en assurance vie, c'est aussi être un colosse au pied d'argile parce que il suffit qu'à un moment donné, il y ait la moindre crise de confiance sur ton véhicule, la moindre contre-performance, le fait que tu sois plus une SCPI à la mode pour une raison X ou Y, ça peut arriver. On l'a vu récemment en 2023 avec des mastodontes sur la place. Bien sûr. Et finalement, en un seul clic, vous avez des millions et des millions d'euros qui sortent en même temps et puis ça crée des problèmes de liquidité. On se retrouve à devoir vendre du patrimoine à un mauvais moment de marché, donc ça amplifie encore la perte et ainsi de suite. Donc finalement, tous les investisseurs. Voilà, donc finalement être en assurance vie, on a considéré que c'était pas forcément bien pour la stabilité du véhicule. En tout cas, ça permettait de l'accélérer au niveau de la collecte, de sa capitalisation. Donc on va plus vite, mais on est plus exposé. Et donc les SCPI sans frais sont vraiment tout à fait adapté à l'assurance vie, puisque quand vous achetez 100 votre part, elle apparaît à 100 dans votre contrat d'assurance vie. Alors que quand vous êtes une SCPI avec des frais, vous achetez à 100 et puis elle apparaît à 90 parce qu'on déduit tout de suite les frais de souscription. Donc typiquement, forcément, les clients se posent la question, mais pourquoi j'ai acheté quelque chose qui vaut 100, le lendemain ça vaut 90, oui, c'est les frais, etc. Donc les gens, la mécanique de la SCPI fait que une SCPI sans frais de souscription fonctionne mieux en assurance vie. Maintenant, pour moi, il y a un débat un peu philosophique là-dedans, c'est que pour moi, la SCPI n'est pas forcément, puisque c'est un véhicule immobilier, le sous-jacent est immobilier, pour moi, être assimilé, en tout cas traité comme une unité de compte, et donc pouvoir être arbitré en un seul clic, finalement c'est sujet à pouvoir créer un peu d'instabilité dans la composition du capital de la SCPI. Les associés sont il y a moins de viscosité dans le véhicule. Donc s'il y a moins de viscosité, vous pouvez avoir des effets accordéon plus ou moins forts. Et effectivement, c'est s'exposer à des risques de liquidité à des moments donnés, etc. Ça ne veut pas dire que c'est pas bien, parce que ça a quand même un intérêt d'aller chercher, je sais pas moi, la fiscalité de l'assurance vie. Mine de rien, la SCPI, souvent, c'est un SRI de 3/7. Donc, en termes de niveau de risque, c'est plutôt un niveau de risque plutôt prudent, équilibré. Donc, ça correspond bien. Et il y a quand même du rendement, mine de rien, avec les SCPI plutôt récentes. Donc, c'est un placement qui a du sens quand même. Mais il faut avoir conscience de la contrepartie. Souvent, on va se concentrer sur la recherche du gain, mais pas forcément sur la gestion du risque. Sauf qu'il n'y a pas de gain à long terme si on ne gère pas son risque. Parce qu'on peut gagner 10 ou 20% tous les ans, mais si en année 8, on a perdu 100% de ce qu'on a gagné, en fait, vous n'avez rien gagné. Donc, en fait, la gestion du risque, elle est essentielle. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a choisi d'être une SCPI granulaire et un peu par la force des choses, par rapport au marché. Mais on a choisi cet ADN-là parce que on se dit que quand on a 1 milliard d'actifs sous gestion,
Et qu'en fait, on a d'un côté une SCPI qui va avoir un immeuble à la Défense loué à un grand groupe du CAC 40. En fait, pendant 10 ans, elle aura ses flux locatifs qui seront arrivés, il n'aura eu aucun problème d'impayé. Mais par contre, le jour où le locataire part, l'actif, il vaut moitié moins et il n'y a plus de revenus, plus rien. Alors que nous, de notre côté, quand on a 1 milliard d'actifs sous gestion et qu'on a 500 lignes à 2 millions d'euros chacune, en fait, mécaniquement, on aura un taux de vacances structurel parce que sur les 500 actifs, je ne peux pas avoir les 500 actifs qui sont loués en même temps. J'en aurai forcément quelques-uns, j'aurai des départs, des actifs à relouer. Mais finalement, moi, si j'ai un actif qui se passe un peu moins bien, c'est que finalement, une ligne sur 500. Si le locataire me paye pas, finalement, c'est plus facile pour moi de l'expulser, de gérer le contentieux, de renégocier. C'est plus facile pour moi éventuellement de revendre l'actif. C'est plus facile pour moi de dire il était loué 100 000 euros par an. Peut-être que je vais le louer 85 000 euros, mais je vais le relouer tout de suite. Donc je vais retrouver un locataire parce que, alors c'est plus de travail en gestion, mais par contre c'est plus résilient sur le long terme. Ta granularité te permet vraiment de bénéficier de la mutualisation du risque et permet aux investisseurs d'avoir une mutualisation du risque qui est accrue. Exactement, il n'y a pas de vérité absolue. Voilà, vraiment, moi j'ai ma vision à moi. Demain, si tu interviews un autre gérant, il va te dire ma vision, elle est absolument géniale. Donc, il faut avoir beaucoup d'humilité dans ce métier. Il n'y a pas de vision, qui soit 100% vraie, aucune n'est 100% fausse. La vie, c'est pas tout blanc ou tout noir. Voilà. C'est un peu gris et puis il n'y a pas de vérité absolue. C'est vraiment ça qu'il faut retenir. Et il faut beaucoup d'humilité surtout. Voilà. Je pense que être investisseur et en tout cas moi gérant de fonds, c'est un tempérament qui repose beaucoup sur l'humilité et sur le fait pour moi en tout cas dans ma vision, de disperser les risques, de le gérer. Peut-être gérer même que c'est prioritaire sur tout le reste. Et c'est ce qui est intéressant avec les SCPI pour les investisseurs retail, ceux et qui nous on est beaucoup confrontés, c'est de pouvoir avoir cette approche de risque mutualisé et de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Oui, c'est vrai, exactement. On est tout début 2026 au moment où on tourne. Quelle est ta vision, toi, pour cette nouvelle année et où est-ce que tu vois la SCPI Wemo One fin 2026 et puis même un peu après? On va parler performance. D'un point de vue performance, j'imagine, en tout cas dans notre business plan, on imagine servir une performance, un taux de distribution à 2 chiffres en 2026. C'est l'objectif. C'est l'objectif, clairement. Deuxièmement, en termes de capitalisation, j'espère, tu vois, on était sur un rythme de 8 à 15 millions d'euros sur le dernier trimestre mensuel. Donc, quand on collecte entre 8 et 15 millions d'euros par mois, en fait, ça fait, en faisant une petite moyenne, ça fait 120 millions d'euros à l'année. J'ose espérer qu'en ressortant dans les hauts de classement pour notre travail 2025, j'ose espérer qu'en 2026, on collecte aux alentours de 200 millions d'euros. Tout notre enjeu, ça va être de réussir à se dire que si on collecte, on a les actifs en face pour les acheter, en tout cas à acheter. Parce que collecter, c'est bien, mais finalement, si on se retrouve à acheter des actifs un peu moyens parce que, en fait, on n'a pas d'autre choix, c'est un peu un échec. Et c'est un peu la mort de la SCPI à long terme. Donc tout l'enjeu, c'est de se dire, OK, il faut que j'arrive à collecter, mais il faut que j'ai l'équipe qui soit staffée en conséquence pour avoir suffisamment d'actifs en face, des bons actifs, parce qu'il faut qu'on continue à bien acheter avec une décote comme on le fait. Mais bon, pour pouvoir bien acheter, il faut avoir le temps aussi. Donc, c'est de trouver le bon équilibre. Donc, je dirais qu'en termes de vision et de projection, c'est qu'on va servir une bonne performance. On va collecter. Mais l'enjeu, ça va être de se dire, OK, comment est-ce que je fais pour déployer dans de bonnes conditions, de ne pas avoir trop d'argent sur le compte qui traîne, parce que finalement c'est de la surperformance de perdu pour les actionnaires qui ont déjà purgé leur délai de jouissance. Donc tout l'enjeu, ça va être ça pour moi. Le momentum de marché, il est encore bon. On s'aperçoit que finalement en Europe, l'immobilier se porte globalement bien, mieux qu'en France. Parce que l'Espagne et l'Italie, par exemple, on voit que les marchés sont bien plus dynamiques qu'en France, à l'investissement en tout cas. C'est le fruit un peu des réformes des différents gouvernements. C'est ce qu'on n'arrive pas à faire, nous, dans notre pays, à se dire qu'il faut qu'on réforme un peu notre système de retraite, que le travail est trop taxé, que les entrepreneurs doivent retrouver la place qu'ils doivent réellement avoir dans notre pays, parce que c'est eux qui sont à l'initiative de la création de valeur. Ils ont besoin de tout le monde, ils ont besoin
de leurs équipes. Mais voilà, donc, mais il y a quand même des choses qui tournent pas rond dans notre pays. Je fais une petite parenthèse pour dire que, voilà, pour être un peu critique. Mais tout ça pour dire qu'en France, le marché de l'investissement est un peu moins bon qu'en Espagne ou en Italie, par exemple. Donc, il reste tout à fait favorable. On arrive à trouver assez facilement des actifs entre 7 et 8% de rendement, acte en main. Donc, tant qu'on arrive à rester dans ce contexte de marché-là, en fait, nous, il faut qu'on collecte un maximum pour placer cet argent sur des actifs qui servent un bon rendement. Mais un actif qui sert un bon rendement, ça suffit pas. En fait, il faut qu'il présente des garanties de sécurité. Quand je dis garantie de sécurité, c'est entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de garantie, sauf avoir une garantie locative. Mais même ça, la garantie locative, elle ne vaut que ce que vaut le garant aussi, et ainsi de suite. Bon, bref. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut trouver le bon couple rendement-risque et trouver des actifs à 7,5 de rendement acte en main qui finalement auraient pu se vendre à 6, 6,5 compte tenu du niveau de risque qui les offre. Voilà, donc dans ma vision, un bon taux de distribution, on va exploser tous les chiffres en termes de collecte. J'espère, en tout cas, je l'appelle de mes voeux. Et en face, moi, aujourd'hui, la société de gestion, il faut savoir qu'on a une quinzaine. On a une quinzaine, donc on va encore renforcer les équipes et on va staffer les équipes à l'acquisition et à la gestion en France et en Europe. Voilà, c'est ce que je te disais tout à l'heure sur les frais. C'est qu'on imagine vraiment renforcer notre présence en Europe. On va ouvrir aussi un nouveau pays. Vraisemblablement, on a une bonne touche en Irlande pour s'implanter en Irlande. Et on travaille par ailleurs l'Allemagne et la Croatie. En tout cas, les Balkans. Donc, on veut rester dans des pays de la zone euro pour des questions de risque de taux de change. Voilà, mais sinon, à part ça, voilà, je pense que si on peut réussir à ouvrir encore 1 ou 2 pays au courant de l'année 2026, continuer à rester granulaire. Alors, on a fait une petite exception à notre côté granulaire sur les actifs d'hôtellerie et de logistique, parce qu'on n'arrivait pas à trouver des petits actifs à 2, 3, 4 millions d'euros qui soient satisfaisants dans ces deux catégories. Donc, pour ces deux catégories, on a décidé de déplafonner parce que la moyenne d'actifs est plus élevée. Donc, quand on achète des actifs plus gros, il faut être cohérent avec le marché. Donc, on peut se permettre d'acheter un peu plus gros sur de l'hôtellerie ou sur de la logistique. Et puis, comme la taille du fonds commence à être quand même un peu plus significatif. Attention, on est encore tout petit par rapport à ce qui existe sur le marché de la SCPI. Mais à 80 millions d'euros d'actifs sous gestion, bon, finalement, il y a quand même une bonne dispersion du risque. On espère être à 100 millions d'ici la fin du mois de mars. Finalement, si on est à plus de 100 millions d'euros à la fin du mois de mars, on est quand même bien diversifié comme véhicule. On peut considérer qu'à partir de 100 millions d'euros, vous avez plus vous avez plus les risques liés à la taille, liés à la petite taille du fonds du début. Exactement. Quand on a 10-15 millions d'actifs et qu'on a un locataire sur un actif à 3-4 millions qui ne paye pas son loyer. Du jour au lendemain, du jour au lendemain, ça pèse lourd. Aujourd'hui, quand on a 80 millions ou 100 millions d'actifs sous gestion, quand on a un locataire ou deux qui ne paye pas pour une raison X ou Y, ça peut arriver, ou qu'il y a un retard de paiement, finalement, ça ne vous impacte pas trop, quoi. C'est plus dilué. Voilà, c'est plus dilué. Donc ma vision, c'est à peu près ça. C'est une vision assez pragmatique que je te sers là. C'est pas forcément une vision assez emballée ou emballante, j'en sais rien, mais j'essaie de rester des enjeux qui sont bien identifiés. Si je récapitule, pérenniser avec le déploiement de la collecte, accélérer sur la collecte, et puis ouvrir de nouveaux pays en Europe pour aller augmenter la diversification et puis aller chercher de nouveaux cycles ailleurs, sur les pays sur lesquels vous êtes déjà présents, Italie, Espagne. Et on pourrait rajouter la conséquence du fait de bien acheter, c'est consolider la valeur de reconstitution. Parce que ça, c'est une protection pour les investisseurs. Tu sais, quand tu as un bon delta entre la valeur de reconstitution et la valeur de la part, finalement, c'est une protection pour le patrimoine des investisseurs. C'est une marge de manœuvre supplémentaire pour vous et puis pour les investisseurs, exactement, pour l'argent qui est investi. Si tu as un retournement de marché pour une raison X ou Y, quand tu as ton patrimoine qui est expertisé à plus 10% par rapport à ton prix d'acquisition, s'il décote légèrement parce que le marché, une crise majeure en Europe, tout peut arriver, finalement, ça protège le patrimoine de tes investisseurs. C'est des compressions entre les deux. Exactement. Exactement. Et puis peut-être que, même si la SCPI, c'est un véhicule qui a vocation pour moi à distribuer, c'est la vocation première de la SCPI. Mais si on arrive à potentiellement revaloriser notre prix de part en cours de route parce qu'on a la valeur de reconstitution qui nous le permet, pourquoi pas. Voilà. Alors il y a rien de garanti, tout sera analysé en fonction du marché, en fonction de la réalité du véhicule et ainsi de suite. Mais voilà, c'est des choses qu'on a en tête évidemment. Ivan, avant qu'on se quitte, un dernier mot pour la communauté Épargnio ? Je dirais que la communauté Épargnio est entre de bonnes mains, une bonne équipe. Moi, je vois ce que finalement la communauté ne voit pas.
C'est-à-dire que tout le travail en amont pour essayer de rendre l'outil le plus performant possible, la réflexion que vous avez pour essayer d'apporter de la valeur ajoutée dans le conseil, dans l'outil, les outils de simulation. Je sais que vous faites aussi beaucoup d'accompagnement en crédit pour sur le financement de part de SCPI. Donc toutes ces choses-là, en fait, j'ai le sentiment que Epargnous, c'est une plateforme qui essaie d'apporter de la valeur, du plus à ses épargnants. Et je pense que c'est assez appréciable quand on est client Epargnous. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez des nouveautés qui doivent arriver bientôt, mais quelques-unes, on va parler en temps et en heure. Voilà, mais en tout cas, vous avez déjà pas mal innové depuis votre création. Et je pense que quand on est client Epargnous, on a juste à se laisser porter et ça, c'est plutôt cool. Voilà. Merci Ivan, merci pour ces gentils mots et merci pour cette interview. J'espère qu'on pourra se retrouver prochainement, peut-être l'année prochaine, pour faire le bilan de ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Et je te souhaite tout le meilleur pour cette nouvelle année avec Wemo. Merci pour l'invitation encore. Merci. Très bien. Avant de terminer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être alerté de nos prochaines interviews.